Une voix calme, posée, qui résonnait dans l'amphithéâtre de la ISA, Youth Security Academy, lors d'un séminaire sur les enquêtes criminelles en milieu rural. Ce matin-là, le lieutenant Abdessalam Ben Daoud, enquêteur chevronné venu du Maroc, était venu parler de la solitude des petites unités de police. Face aux grandes tragédies humaines, il n'avait pas prévu d'évoquer cette affaire en particulier. Mais lorsqu'un jeune officier nommé Dawson lui demanda « Lieutenant, quelle est l'enquête qui ne vous a jamais quitté ?» Toute la salle se tut. Le lieutenant resta silencieux un long moment, les yeux levés vers le plafond, puis répondit d'une voix basse « Tout a commencé dans un village tranquille. Un endroit où il ne se passait jamais rien. » À partir de cette phrase, l'histoire commença à se dérouler. L'auditoire, d'abord simplement attentif, fut bientôt captivé. Car ce qu'il leur raconta n'était pas seulement un crime. C'était une confession, une histoire de culpabilité, de fraternité et de silence. Lorsque le séminaire prit fin, Dawson prit des notes, puis les rassembla avec soin. Ce livre est la reconstitution fidèle de ces notes, appuyée sur les enregistrements et les souvenirs de ceux qui étaient présents ce jour-là. Le village dormait dans les bras des montagnes comme un vieil enfant oublié par le temps. Ses ruelles étaient étroites et sinueuses, ses maisons de terre tassées les unes contre les autres comme des secrets. Le matin, le soleil grimpait lentement sur les toits, réveillant les coqs et appelant les femmes à allumer le feu pour le pain. Le soir, le silence recouvrait tout, lourd comme une couverture de poussière et de nostalgie. Ici, les gens se connaissaient comme on connaît les lignes de sa propre main. Chaque pas sur la route racontait une histoire, et chaque maison abritait des visages inchangés depuis des décennies. Même les étrangers, s'ils passaient, ne passaient jamais deux fois. Le seul café de la place était le cœur battant du village. Les hommes s'y retrouvaient à midi, après la prière du vendredi, parlant de pluie, de récolte d'olives et du prix des légumes au souk hebdomadaire, puis chacun reprenait sa routine. L'ennui faisait partie de l'air du village, personne n'attendait rien, personne n'espérait rien, jusqu'à ce jour-là. Un matin glacial d'hiver, le berger Hassan Bourkaba remarqua que la porte d'une vieille maison, à la sortie du village, était ouverte. Cette maison, close depuis la mort de Lala Yassine, la propriétaire, était couverte de toiles d'araignées et de poussière. Personne n'osait plus s'en approcher depuis que son fils, Yassine, était parti à la ville et l'avait vendue. Mais ce matin-là, un homme inconnu balayait la cour. Il était maigre, large d'épaules, coiffé d'un chapeau gris qui cachait la moitié de son visage. Ses gestes étaient lents, mesurés, presque rituels. Il ne regardait personne, pas même quand le berger s'arrêta pour le saluer. « La paix soit sur vous, monsieur. Êtes-vous celui qui a acheté la maison ?» L'étranger ne répondit pas. Il leva lentement la tête, posa sur le berger un regard bref et sans expression, puis reprit son balayage silencieux. Hassan retourna au village et annonça à tous « La maison du Nord est habitée maintenant. On ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. » Le soir même, les hommes se rassemblèrent au café, chacun racontant l'histoire à sa manière. L'un disait « C'est un retraité venu chercher le repos ». Un autre affirmait « Il fuit quelque chose ». Et un troisième jura « Je l'ai vu hier, marcher dans le cimetière ». Dès cette nuit-là, le village ne fut plus jamais le même. Dans les jours qui suivirent, l'étranger devint le sujet de toutes les conversations. Les femmes l'observaient depuis les fenêtres, les enfants passaient près du mur et s'enfuyaient en riant nerveusement, et les hommes débattaient de lui au café, sans qu'aucun n'ose l'aborder. L'étranger ne parlait à personne, ne fréquentait pas le marché, n'entrait pas à la mosquée, et jamais on ne le vit sourire. Il se levait à l'aube, marchait aux confins du village, examinait les champs et les pierres comme un homme cherchant quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, puis rentrait avant le coucher du soleil, fermait sa porte de bois, et ses lumières s'éteignaient jusqu'au matin. Les semaines passèrent, puis les mois. Les habitants s'habituèrent à lui, comme on s'habitue au froid de janvier. Une gêne devenue partie du paysage. Avec le temps, ils cessèrent de poser des questions. Mais le village, lui, avait déjà changé. Depuis que l'étranger était arrivé, les chiens aboyaient plus souvent la nuit, le silence devenait plus lourd et les rêves moins paisibles. Quelqu'un murmura un jour, « Quelque chose a changé ici. » Comme si l'air lui-même avait appris à avoir peur. Personne ne savait que l'étranger n'était pas venu pour s'installer, mais pour fuir quelque chose, qui se trouvait bien au-delà des frontières du village. Les mois s'étaient écoulés lentement depuis que l'étranger s'était installé dans l'ancienne maison de Yassine. Au début, les habitants le regardaient de loin, avec une prudente curiosité. Puis la curiosité devint soupçon, et le soupçon, une peur contenue, diffuse, presque invisible. Personne ne savait rien de lui,
ni ses origines, ni son travail, ni même d'où venait son argent. On ne le voyait jamais au marché, jamais demander de l'aide à quiconque. Pourtant, il vivait confortablement. Il mangeait bien, ses vêtements étaient propres, et chaque matin il semblait plus fort, plus vif qu'avant. Dans le village, la vie d'un homme a toujours une source connue. Celui-ci cultive la terre, celui-là vend des olives, un autre travaille à la ville. Mais lui, il n'avait ni terre, ni commerce, ni parents pour lui envoyer de l'argent. Les murmures enflèrent au café. Comment fait-il pour vivre? Quelqu'un l'aide, sûrement. Ou bien il y a un trésor enfoui sous cette maison? Chaque question en faisait naître 10 autres. Un matin, le fermier Larbi Ezrouali le vit porter sur son épaule une pierre énorme, la déplaçant depuis la place jusqu'à sa cour. Plus tard, il raconta, « Par Dieu, je n'ai jamais vu un homme soulever un tel poids. Il est plus fort qu'il n'en a l'air. » Les gens rirent d'abord, mais quand ils le virent, au crépuscule, traîner seul un tronc d'arbre jusqu'à sa maison, les rires s'éteignirent. Les murmures reprirent, plus graves, « Il a une force étrange. Pas naturelle, peut-être un ancien soldat, ou quelque chose d'autre. » Puis, un matin, le village découvrit une scène inhabituelle, la vieille maison s'était transformée en enclos. Une trentaine de moutons occupaient la cour. Certains jurèrent avoir vu le troupeau arriver pendant la nuit, mais personne ne sut d'où. Ils ne les avaient pas achetés au marché, et nul ne l'avait aidé à les transporter. Peut-être des amis venus de l'extérieur. De l'extérieur? Mais d'où, exactement? Les soupçons se multiplièrent comme les herbes après la pluie. Et pourtant, malgré les rumeurs, l'homme ne semblait pas s'en soucier. Il marchait calmement, le regard tranquille, insensible aux yeux qui le suivaient. Un jour, un voisin se plaignit que ses moutons avaient piétiné son champ. L'étranger le fixa de ses yeux froids et répondit simplement, « Les moutons ne connaissent pas la propriété. Pas plus que toi, tu ne connais les limites du silence. » Le paysan resta pétrifié et s'en alla sans un mot. Dès ce jour, plus personne n'osa lui faire face. La nuit, on entendait parfois des bruits étranges venant de la maison, des coups sourds, le cliquetis du métal, ou le grincement d'une porte qu'on ouvrait puis refermait aussitôt. Mais quand on regardait par la fenêtre, on ne voyait qu'une obscurité calme et des volets clos. Le village se divisa. Pour les uns, c'était un saint homme retiré du monde. Pour les autres, un démon fuyant sa malédiction. Au point d'eau, les femmes chuchotaient, « Il n'a pas l'air pauvre. » C'est peut-être de la sorcellerie, ou de l'or enfoui sous la maison. Mais dans le cœur de chacun, une même pensée restait tapie. Cet homme cache un secret, et un jour, il explosera. Un soir d'hiver glacial, l'étranger se tint debout devant sa porte, regardant le village. Les lumières vacillaient dans la place, des enfants jouaient près de la mosquée, mais dans ses yeux il n'y avait que la tristesse. Une tristesse lourde, celle d'un homme qui attend. Le fermier Hassan Bourkaba partit au champ comme à son habitude, bâton à la main, sifflant à ses moutons qui trottinaient devant lui. Mais, près du virage qui menait à la maison de l'étranger, il s'arrêta net. Là, au bord du champ, un corps gisait face contre terre, les vêtements couverts de sang et de poussière, le crâne fracassé comme sous le coup d'un objet lourd. Hassan recula de 2 pas, les yeux écarquillés, puis hurla de toutes ses forces, « Gens du village! Venez, il y a un mort ici !» En quelques minutes, les villageois s'étaient rassemblés autour du cadavre. Visages graves, femmes chuchotant, enfants grimpant sur les murets pour voir de loin. Mais ce qui figea tout le monde, ce fut la découverte suivante. Le mort, c'était l'étranger. Les gendarmes arrivèrent 1 heure plus tard, délimitèrent la zone avec un ruban jaune, et commencèrent à photographier et à prélever des échantillons. Le coup porté à la tête était net, fatal, sans trace de résistance ni de lutte. Le médecin communal, penché sur le corps, déclara « La mort remonte à avant l'aube ». L'arme utilisée devait être lourde et métallique. Probablement un marteau ou une barre de fer. Les officiers échangèrent des regards. Dans le village, seuls 2 hommes possédaient un tel marteau, le maçon et le forgeron. Mais tous deux, la veille, se trouvaient au marché hebdomadaire. Le matin suivant le crime, le village tout entier baignait dans un silence épais. Même les coqs, d'ordinaire bruyants à l'aube, semblaient craindre de troubler cette immobilité étrange. Une voiture de la gendarmerie royale s'arrêta devant la vieille maison où vivait l'étranger. Le capitaine Abdessalam en descendit avec ses hommes, regarda la porte de fer rouillée, close par un vieux verrou, et dit doucement, « C'est ici que la vérité commence, ou du moins, ce qu'il en reste. » À l'intérieur de la maison, quand ils ouvrirent la porte, un grincement strident retentit, et un nuage de poussière s'éleva comme la fumée d'un souvenir. La maison était minuscule,
Une seule pièce, une cour étroite, et derrière, un puits abandonné. Tout était d'une propreté dérangeante. Un matelas simple, une table de bois, un verre de thé à moitié plein, et un livre ouvert sur une page consacrée. Oh pardon, le capitaine s'approcha du mur, où pendait une photo en noir et blanc représentant une femme. Un visage familier, d'une intimité troublante. Un agent murmura, peut-être sa mère. Mais Abdessalam ne répondit pas. Il sentait que cette photo n'était pas qu'un souvenir. Elle faisait partie de l'énigme. Dans un coin, sous le lit, ils découvrirent un petit coffre-fort métallique, ouvert, la clé encore dans la serrure. Vide, un officier y braqua sa lampe et dit « Rien, ni argent, ni papier ». Abdessalam esquissa un sourire amer. Un coffre vide parle plus fort qu'un coffre plein. Sur une table, un paquet de lettres liées par un fil rouge attira son attention. Il en prit une, la déplia avec soin. Une écriture arabe claire et régulière, mais la signature portait un nom étranger, Anastasia, adressé depuis l'Australie. Il lut à voix basse, « Mon frère. Tout ira bien, n'aie pas peur, les jours finiront par te ramener à nous. » Les autres lettres portaient la même écriture, la même signature, et toujours la même phrase répétée comme une prière, « Everything will be fine. » Un agent s'exclama, « Des lettres venues d'Australie, écrites en arabe ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le capitaine rangea les lettres dans un sac de preuves. Cela veut dire que l'étranger n'était pas seul. Quelqu'un, là-bas, connaissait son histoire, et essayait de le rassurer. Malgré une fouille complète, aucun document d'identité, aucun papier officiel, aucune trace tangible de son passé ou de son présent. Au milieu de la pièce, Abdessalam dit, pensif, « Un homme vit ici 3 ans, sans famille, sans amis, sans papier, et reçoit des lettres venues de l'autre bout du monde. Ce n'est pas une coïncidence. » Il s'approcha de la fenêtre, regarda la cour vide, et murmura, « Cette maison ne parle pas. » Mais celui qui y a vécu a laissé sa voix dans ses murs. Le soir, il rentra au poste avec le coffre vide et les lettres étranges. Assis à son bureau, il contempla longtemps la phrase récurrente, « Everything will be fine », puis il écrivit dans son rapport préliminaire, « La victime entretenait probablement des liens familiaux ou affectifs à l'étranger. » Les lettres d'Australie suggèrent une relation émotionnelle forte. Convoquez le vendeur initial de la maison pour vérification de la transaction. Il leva les yeux vers son adjoint, « Amène-moi l'homme qui a vendu cette maison, à l'étranger. » Et ajouta, comme pour lui-même, « Parfois, une maison n'a pas besoin de parler. Il suffit d'écouter son silence. » Et le lendemain matin, le capitaine Abdessalam était assis à son bureau, attendant l'homme qui avait vendu la maison à l'étranger. Youssef Ben Daoud, la quarantaine, vêtu avec soin, les yeux fuyants comme s'il cachait quelque chose. Youssef entra, une petite sacoche en cuir à la main, salua le capitaine poliment, mais ne parvint pas à dissimuler son malaise. « Capitaine, asseyez-vous, Youssef. Connaissiez-vous l'homme qui vous a acheté la maison ?» Youssef prit une profonde inspiration, puis répondit d'une voix hésitante, « Je ne voulais pas le dire. Mais après ce qui s'est passé, je dois être clair. » Il marqua une pause avant de poursuivre, « L'homme qui l'a acheté n'était pas un inconnu pour moi. C'était Mustapha, le mari de mon ancienne belle-sœur. » Les sourcils du capitaine se haussèrent. « Donc, vous le connaissiez personnellement ? » ?»« Oui, enfin, disons que oui. Mais je ne l'avais pas revu depuis des années. Nous avions eu un grave différend au sujet de l'héritage de mon père. Il revendiquait une part de terrain que j'ai refusé de céder. Une dispute d'argent, donc ? Exactement. » Abdessalam nota rapidement quelques mots, puis releva la tête. « Alors pourquoi lui vendre cette maison, ici, dans ce village ?» Youssef soupira, « Nous avions hérité de cette vieille bâtisse d'un oncle. Personne n'y vivait depuis longtemps. Il m'a contacté, disant qu'il voulait l'acheter, ouvertement, devant témoins. Je lui ai remis les clés et pris l'argent, sans poser de questions. » Le capitaine posa sur le bureau les photos du coffre ouvert et des lettres venues d'Australie. « Ce coffre, saviez-vous qu'il était là ?» Youssef se figea, puis hocha lentement la tête. « Oui, ma sœur l'avait fait installer lorsqu'elle était mariée à Mustapha. Il y cachait de l'argent. Après des disputes avec sa famille, il venait ici pour le mettre à l'abri. Plus tard, il a divorcé et a disparu. D'où venait cet argent ?» Youssef hésita, puis murmura. Il disait que c'était un héritage. Mais j'en suis sûr, c'était de l'argent sale. Abdessalam referma son carnet et déclara d'une voix ferme. Nous avons donc, une querelle d'héritage, un coffre plein d'argent, un homme disparu 3 ans et mort dans cette même maison. Ce n'est pas un hasard. C'est un retour. Youssef releva brusquement la tête, le ton soudain dur.
Mustapha n'était pas un criminel. Il voulait seulement fuir le passé. Mais certaines personnes ne lui ont jamais permis de l'oublier. Quelles personnes? Ses frères. Les anciens maris de son ex-femme. Tous avaient une raison de vouloir sa perte. Le capitaine resta silencieux un instant, puis dit d'une voix calme, presque froide. Alors, nous les entendrons tous. Le soir même, il ordonna des convocations pour les frères de Mustapha, son ex-épouse, et tous ceux qui avaient eu un lien avec la victime. Dans son carnet, il écrivit une seule phrase. La mort ne vient jamais de nulle part. Il y a toujours un héritage, un secret ou un amour brisé. Sur le chemin du retour, le capitaine regarda le soleil s'éteindre derrière les montagnes et pensa. Tout a commencé avec un coffre. Pas un coffre d'argent, un coffre de secrets. Et il ajouta, dans un souffle, certaines portes s'ouvrent avec une clé. D'autres ne s'ouvrent qu'avec du sang. Le soir pesait lourd sur le poste de gendarmerie. Le capitaine Abdesalam était assis devant une pile de papiers et de lettres trouvées dans la maison de la victime. Toutes venaient d'Australie, toutes étaient signées « Anastasia », toutes se terminaient par la même phrase « Mon frère, tout ira bien ». Il les relut pour la 10e fois et murmura à son adjoint « Ces lettres me rappellent quelque chose. Même écriture, même style, même signature. Comme si une seule personne les avait toutes rédigées, encore et encore. » L'adjoint hésita « Mais, mon capitaine, le nom est étranger et la langue, c'est de l'arabe. » Très étrange. Le capitaine esquissa un sourire. L'exil n'est pas toujours un lieu. Parfois, il se cache dans les mots. Il envoya les lettres en ville pour analyse graphologique. 2 jours plus tard, le rapport arriva. Court, mais stupéfiant, toutes les lettres ont été écrites de la même main. La signature, Anastasia, a été ajoutée ensuite, avec un autre stylo. Les empreintes digitales appartiennent à la même personne. Le scripteur est un homme, non une femme. En bas, une note du laboratoire précisait. L'expéditeur a tenté de dissimuler son identité, mais les tampons postaux australiens comportent des codes de tri locaux. La plupart proviennent de Perth, Australie. Abdesalam murmura. Perth, qui, là-bas, écrirait en arabe? Alors, un souvenir lui revint, ce que Youssef avait dit. Le frère de Mustapha, Othman, est parti en Australie il y a des années, après une vieille affaire. Il frappa doucement la table du plat de la main. Voilà le fil. Le capitaine entreprit des recherches sur Othman, le frère cadet qui s'était enfui après avoir été impliqué dans un trafic international de drogue avant de disparaître. Tout s'éclairait désormais. Othman envoyait ses lettres sous le faux nom d'Anastasia, soit pour masquer son identité, soit pour dissimuler ses échanges avec son frère fugitif. Imagine, dit le capitaine à son assistant, un frère envoyant des mots de réconfort depuis l'autre bout du monde. Tous deux poursuivis, par le même passé. Mais il ne s'arrêta pas au papier. Il alla rendre visite aux parents, dans leur modeste maison de la vieille Médina. Des murs imprégnés de temps et de chagrin. Les yeux de la mère brillaient de larmes retenues. Capitaine, que Dieu vous aide, Lala. Nous venons poser quelques questions au sujet de votre fils Mustapha. Mère, pauvre Mustapha. Un cœur bon, mais la vie lui a tourné le dos. Capitaine, avez-vous reçu des lettres de lui? Elle le conduisit dans une petite pièce, ouvrit un coffre en bois, et en sortit une poignée de lettres jaunies. Toutes venues d'Australie, toutes de la même main, toutes avec la même phrase. Mon frère, tout ira bien. Le capitaine les pesa dans sa main, donc Othman écrivait à tout le monde de la même manière. Comme s'il voulait que son fantôme demeure vivant. Capitaine, quand avez-vous reçu la dernière lettre? Mère, il y a environ 1 mois. Il disait qu'il allait rentrer. Abdesalam leva lentement la tête, le stylo suspendu. Il allait revenir. Oui, il disait qu'il viendrait en été, pour visiter la tombe de son père. Le capitaine quitta la maison, l'esprit encombré de fils qui s'entrecroisaient. Si Othman avait prévu de revenir, peut-être était-il déjà revenu, et peut-être se trouvait-il au pays au moment de la mort de Mustapha. Dans son rapport du soir, il écrivit « Les lettres n'étaient pas de simples consolations. Elles constituaient un code entre 2 frères liés par un même crime ancien. Othman en sait plus qu'il ne l'a écrit. Puis, levant les yeux vers la fenêtre, nous savons maintenant d'où venait l'étranger. Ce que nous ignorons, c'est qui a refusé de le laisser vivre. » Et il ajouta à voix basse, « Les vieilles lettres sont comme les esprits. Elles ne meurent pas, elles attendent qu'on les relise. » Le sommeil ne visita pas le capitaine Abdesalam cette nuit-là. Il resta à contempler une ligne du rapport postal jusqu'à l'aube. La dernière lettre envoyée de Perth date d'1 mois avant la mort de Mustapha. Il murmura, donc Othman écrivait jusqu'au bout. Mais était-il toujours en Australie? Le lendemain matin, un câble d'Interpol arriva.
Sujet, Othman monsieur, départ d'Australie il y a 5 semaines. Destination finale, Maroc. Le capitaine releva la tête et chuchota comme à un absent. Tu es revenu, Othman? Mais pourquoi? La réconciliation? Ou la vengeance? Il retourna au village avec une unité de terrain et se rendit directement au marché. Les visages, déjà tendus depuis le meurtre, se crispèrent davantage à sa vue. Chez Hadj Ahmad, il demanda, « Hadj, quelqu'un est-il venu de l'extérieur il y a un mois ?» Un homme discret, qui aurait posé des questions sur Mustapha. Le vieil homme réfléchit, un seul. Un homme arrivé de nuit, logé à l'auberge de Hadj Larbi. 2 nuits, puis reparti. Il n'a pas dit qui il était, il s'est présenté sous le nom de Saed. Saed? Oui, chose étrange, il portait des lunettes même la nuit. Le capitaine nota l'adresse. L'auberge se trouvait à la lisière du village, une grande bâtisse à demi en ruine tenue par une vieille femme, Lala Fatima, qui tremblait quand les gendarmes arrivèrent. Capitaine, Lala Fatima, on nous a dit qu'un homme nommé Saed avait logé ici il y a un mois. Lala, oui, il est arrivé la nuit. 2 nuits seulement, puis il est parti. Capitaine, que faisait-il? Lala, il ne sortait presque pas, une seule fois. Je l'ai vu par la fenêtre aller vers la maison de Mustapha. Le capitaine se figea, s'approcha d'un pas. Vous en êtes sûr? La maison de Mustapha? Oui, je connais bien le chemin. Il est revenu bouleversé, et il a oublié quelque chose dans la chambre. Qu'a-t-il oublié? Un petit papier avec des mots que je n'ai pas compris. Je l'ai gardé dans mon coffre. Elle en sortit un feuillet soigneusement plié. À l'intérieur, une seule phrase. Je n'aurais pas dû revenir. Mais je ne pouvais pas le laisser vivre comme si rien ne s'était passé. Le capitaine l'a lu 2 fois, puis dit à son adjoint, « Ce n'est pas un étranger qui a écrit ça. C'est un frère. » Le soupçon devient certitude, il envoya le mot au laboratoire pour analyse. Le soir même, le rapport confirma, l'écriture correspond à celle des lettres venues d'Australie. Othman est bien revenu, et il était dans le village avant le meurtre. Assis dans l'obscurité de son bureau, cigarette à la main, le capitaine murmura, « Certains frères reviennent pour demander pardon. D'autres, pour achever ce qu'ils ont commencé. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Si Othman était le meurtrier, pourquoi ne pas s'être enfui aussitôt? Pourquoi laisser une note? Cette nuit-là, dans son carnet personnel, Abdessalam écrivit « Othman est revenu au village, mais je ne crois pas qu'il soit le tueur. Il existe une 3e personne, quelqu'un qui connaît toute l'histoire, et qui observe de loin. » Et il conclut « Quand l'absent revient de l'ombre, il n'apporte pas la vérité. Il apporte les questions. » Quand le monde dormait et que les sons s'éteignaient, le capitaine Abdessalam restait seul dans son bureau, fixant le morceau de papier trouvé à l'auberge, comme s'il tenait là la clé d'une porte que personne n'avait jamais osé ouvrir. 5 ans avant la mort de Mustapha, dans une grande ville côtière pleine de touristes et d'étrangers, Othman vivait comme guide non déclaré, flottant entre les plages et les cafés, mélangeant les langues, vendant tout ce qui pouvait s'échanger. Un jour, il rencontra 2 Allemands, un homme et une femme qu'on aurait cru mari et femme, mais qui étaient en réalité frères et sœurs, membres d'un réseau international de contrebande. Ils lui demandèrent de leur trouver un contact capable de fournir une cargaison importante. Othman présenta son ami Hassan, un jeune homme rusé, audacieux, qui connaissait le marché noir comme sa propre main. La première affaire marcha à merveille. Mais quelques semaines plus tard, Othman découvrit qu'Hassan l'avait évincé, traitant directement avec les Allemands et empochant une fortune. La trahison brûla, et Mustapha, le frère aîné, l'apprit. Pour lui, Hassan n'avait pas seulement trahi Othman. Il avait déshonoré toute la famille. Une nuit de pluie, les 2 frères entrèrent chez Hassan sous prétexte de faire la paix. Hassan était seul, criant dans son téléphone, une petite valise noire posée sur la table. Mustapha s'avança, froidement, « J'ai entendu dire que tu t'en étais bien sorti. » Au point d'oublier qui t'avait lancé. Hassan ricana, « Chacun reçoit ce que son intelligence lui permet de gagner, Mustapha. » Le rire ne fut jamais terminé. En quelques secondes, les mots devinrent bousculade, puis chaos. Nul ne sut qui frappa le premier. Mais la fin fut la même, Hassan gisait à terre, la tête couverte de sang. La valise noire avait disparu. Cette nuit-là, ils prirent la fuite, emportant argent et secrets. Au premier carrefour, ils se séparèrent, Mustapha se cacha dans l'intérieur du pays, et Othman promit de rejoindre l'Europe, puis l'Australie, pour ouvrir une nouvelle route, si les choses se calment. Ils ne se revirent plus jamais. Mais les lettres commencèrent à arriver. Chacune portant la même formule fétiche, « Mon frère, tout ira bien. »
Abdessalam referma le dossier, écrasa sa cigarette jusqu'au filtre et dit lentement. Nous savons maintenant pourquoi Mustapha a fui. Mais nous ignorons encore pourquoi il est mort. Il leva les yeux vers son adjoint. Othman est revenu, soit pour enterrer le passé, soit pour le venger. Et il écrivit, le premier sang ne disparaît jamais. Il attend le second pour se compléter. Cette nuit-là, tandis que le village dormait, un vent léger fit frissonner les feuilles près de la maison abandonnée de Mustapha. Au loin, un chien aboya, mêlant sa plainte au souffle du vent. Le lendemain, le gardien des champs raconta. Par Dieu, j'ai entendu quelqu'un appeler dans la cour. Othman, pardonne-moi. Le capitaine esquissa un sourire devant ce récit et pensa. Même la mort a sa manière de dire la vérité. Et il nota dans son carnet. Quand le passé chuchote, le silence n'est jamais repos. C'est le début de la tempête. Ce matin-là, le poste de gendarmerie bourdonnait d'activité, mais le capitaine Abdessalam restait d'un calme inhabituel. Derrière son large bureau de bois, il feuilletait les dossiers de l'enquête, comme s'il cherchait à clore un chapitre long et épuisant de sa vie. Il exhala une volute de fumée et dit à son adjoint, tout indique qu'il ne s'agit pas d'un acte de vengeance. Mais avant de fermer le dossier, il nous faut encore entendre les frères de Hassan. L'adjoint hésita, vous pensez vraiment qu'ils sont encore liés à tout cela, après toutes ces années? Le capitaine répondit doucement, dans le passé, il n'existe ni oubli, ni pardon. Dans l'après-midi, 3 hommes se présentèrent au poste, portant chacun un visage différent d'une même lignée. Abdelkader, l'aîné, sévère et réfléchi. Marwan, l'impulsif, nerveux. Et Abdelila, le cadet, calme, fermé, un homme qui ne parlait qu'à bon escient. Ils entrèrent un à un dans la salle glaciale, et s'assirent chacun à tour de rôle face au capitaine, sous le bourdonnement du ventilateur. Capitaine, Abdelkader, où étiez-vous au moment du meurtre? Abdelkader, à Marrakech, je travaillais pour une entreprise de construction. Voici mes billets et mes attestations. Le capitaine examina les papiers, puis demanda, saviez-vous que Mustapha vivait ici, dans le village? Je l'ai appris par hasard, mais je n'y ai pas prêté attention. Le passé est derrière nous, et la vengeance? Avez-vous jamais ressenti le désir de vous venger? Abdelkader baissa les yeux, monsieur, la vengeance tue 2 fois. Une fois votre ennemi, et une fois vous-même. Le capitaine nota, ne semble pas mentir. La douleur, elle, demeure. Marwan entra ensuite, s'essuyant le front malgré la fraîcheur. Capitaine, où étiez-vous le jour du crime? Marwan. À Nador, je vendais des pièces automobiles. Demandez à n'importe qui au marché. Gardez-vous encore rancune à Mustapha? Rancune? Non, monsieur, mais quand on a vu son frère couvert de sang, on n'oublie jamais vraiment. Pourtant, je suis fatigué de haïr. Le capitaine se pencha. J'ai entendu dire que vos affaires vont mal, que vous disparaissez souvent. Marwan esquissa un sourire amer. L'échec n'est pas un crime, capitaine. Peut-être que le monde nous punit juste pour d'anciennes fautes. Le capitaine écrivit, sa colère est un bouclier, pas une preuve de culpabilité. Le plus jeune entra sans attendre d'ordre, s'assit calmement, les mains posées sur ses genoux. Capitaine, Abdelila, êtes-vous venu récemment dans ce village? Abdelila, non. Pas depuis plus de 3 ans. Capitaine, et vous n'avez appris la mort de Mustapha que par les journaux? Abdelila, exactement. Et pour être honnête, quand j'ai su, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un soulagement. Abdessalam leva brusquement les yeux, un soulagement? Pas de la joie. Juste la sensation que le cercle était enfin refermé. Sa mort donnait l'impression que l'histoire s'était terminée. Vous voulez dire que vous pensez que justice a été faite? Peut-être, mais pas par nous. Les 3 frères quittèrent le bureau un à un, laissant derrière eux une traînée de chagrin et de silence. Le capitaine resta assis, fixant les chaises vides, comme s'il écoutait l'écho de tout ce qui n'avait pas été dit. Après un long moment, il dit à son adjoint, « Aucune preuve. Aucune trace, ils étaient tous loin. L'affaire est vraiment close. Nous la classons, monsieur? Oui. Le meurtrier est parti avec le vent, et le vent ne laisse pas d'empreinte. Il signa le rapport final d'une main ferme, poussa le dossier de côté et murmura, « La justice ne triomphe pas toujours. Parfois, elle a simplement besoin de se reposer. » Le lourd silence ce soir-là, le soleil disparut derrière les montagnes, et le village retrouva son premier silence. Dans le poste, le capitaine resta seul près de la fenêtre, regardant la route de terre qui menait vers les champs lointains. Il alluma sa dernière cigarette et chuchota. Peut-être qu'il n'y avait pas qu'un seul meurtrier. Peut-être que le crime faisait partie du destin.
Il éteignit la lumière, sortit de la pièce d'un pas lent et lourd, convaincu que l'histoire était terminée. Mais il ignorait que le lendemain viendrait un étranger. Un homme revenu de voyage, portant une seule phrase capable de tout briser. J'ai vu l'étranger, avec Salma. Et peut-être, à cet instant, Abdessalam se rappellerait l'avertissement qu'il avait un jour donné à ses jeunes officiers. Le moment le plus dangereux dans une enquête, c'est quand le détective croit qu'elle est finie. 3 années avaient passé depuis cette nuit sombre. La nuit où Hassan était tombé, mort, dans une maison noyée de sang. Depuis, Othman n'avait plus rien entendu de son frère Mustapha. Ils s'étaient séparés sur une route de montagne, chacun s'enfonçant dans l'inconnu, ne se promettant qu'une seule chose, de rester en vie. Mais les promesses survivent rarement à l'exil. Une lettre de Sydney cette nuit-là, Othman écrivit sa première lettre depuis sa fuite. Dans la petite chambre qu'il louait dans le quartier des immigrés, il prit un stylo tremblant et commença. « Mon frère, des mois ont passé et je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je ne sais pas si tu es vivant ou déjà sous terre. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je n'ai pas dormi depuis cette nuit-là. J'ai quitté le pays, mais la culpabilité ne m'a jamais quitté. Si tu es encore en vie, pardonne-moi, ton frère, Othman. » Il n'osa pas écrire son adresse, ni même son vrai nom. Il était devenu quelqu'un d'autre, vivant sous un passeport falsifié, un nom qui ne signifiait rien pour lui. Il envoya la lettre à une ancienne adresse de Casablanca, mais elle lui revint des semaines plus tard, tamponnée en rouge, adresse introuvable. Alors il se tourna vers quelqu'un de son passé. Abdellatif, un vieil ami qui trafiquait des téléphones d'occasion et des marchandises de contrebande, un homme qui savait atteindre les gens sans jamais demander pourquoi. Par l'intermédiaire d'un migrant marocain rentrant au pays, Othman lui adressa un message codé de quelques mots, « Recherche Mustapha Ben Daoud. Vu pour la dernière fois au sud. Je veux seulement savoir s'il est en vie. » 2 mois plus tard, un petit papier plié arriva, écrit d'une main tremblante, « Ton frère est en vie. Il habite un petit village près de Sidi Slimane, dans une vieille maison au bord de la route. Il ne parle à personne. On dirait qu'il attend quelque chose qui ne vient jamais. » En lisant ces mots, Othman pleura pour la première fois depuis des années. Pleura jusqu'à ce que le papier colle à ses larmes. Les lettres qui n'arrivaient jamais. Dès ce jour, il se mit à envoyer des lettres à l'adresse qu'on lui avait donnée. Une par mois, toujours avec la même phrase pour conclure, « Mon frère, tout ira bien. » Mais aucune réponse ne vint. Il ne sut jamais si les lettres l'avaient atteint, si Mustapha avait trop peur pour répondre, ou si le destin avait choisi de couper le dernier fil entre eux. Et chaque fois qu'il écrivait cette phrase finale, il sentait qu'elle n'était plus une promesse, mais une tentative désespérée de croire au beau mensonge, que le pardon était encore possible. Par un matin d'hiver nuageux à Sydney, Othman se tint sur le port, regardant un navire battre pavillon marocain. Il glissa la main dans sa poche et en sortit la dernière lettre qu'il avait écrite sans l'envoyer. Il la lut à voix haute, la voix tremblante, puis dit, « Si les lettres ne peuvent pas l'atteindre, alors j'irai moi-même. » Il acheta un billet et entama le long voyage du retour. Vers un pays qu'il ne reconnaissait plus, à la recherche d'un frère peut-être déjà parti, et d'un pardon que personne n'était prêt à lui donner. Certaines lettres ne se perdent jamais. Elles attendent simplement le bon moment pour être ouvertes, même si ce moment arrive trop tard. Le capitaine Abdessalam était assis à son bureau, fixant le dossier clos devant lui, avec au-dedans une étrange vacuité. Il avait terminé l'enquête, rédigé ses rapports. Mais quelque chose en lui refusait de croire que tout était vraiment fini. Tout est clair, mais rien n'apaise. Il se le dit à lui-même, alluma une cigarette et regarda par la fenêtre la longue piste de terre. Avant qu'il n'ait tiré une deuxième bouffée, un planton frappa doucement et annonça, « Mon capitaine. Un homme demande à vous voir. Il dit qu'il était loin, qu'il vient d'arriver aujourd'hui, et qu'il a quelque chose d'important au sujet de l'affaire. » Abdessalam haussa un sourcil, calme et froid, « Faites entrer. » Le dernier témoin, un homme dans la cinquantaine, entra. Un visage usé par les voyages et la poussière, un vieux parapluie à la main, des yeux errants, fatigué de voir le silence. Il s'assit face au capitaine et dit, « J'étais absent, je suis revenu hier. Quand j'ai entendu parler de l'affaire, je n'ai pas pu me taire. J'ai quelque chose qui pourrait tout changer. Abdessalam, je vous écoute. 1 mois avant mon départ, j'ai vu le défunt, l'étranger, sur la place avec Salma, la fille du Hadj Abdelmajid. Ils parlaient comme des gens qui partagent un secret. Ils n'avaient rien d'inconvenant, mais leur proximité était évidente. Abdessalam, l'avez-vous dit à quelqu'un? Oui. Je l'ai dit à son frère, Walid, de faire attention. Je lui ai dit exactement, on ne connaît pas cet homme, il n'est pas du village.
Ta sœur ne devrait pas trop lui parler. Abdessalam se tut un long moment, posa la cigarette dans le cendrier et dit lentement, comme si la vérité venait de s'enclencher, Walid? Le frère? Oui, lui. Le capitaine esquissa un bref sourire et murmura. Merci, c'était la phrase qu'il me fallait pour me réveiller. Walid Abdelmajid fut convoqué au poste. Il entra d'un pas lourd, le visage pâle, s'assit en essayant de justifier sa présence par un faux sourire. Abdessalam, Walid, nous savons que tu étais très protecteur envers ta sœur Salma. Walid, je suis l'homme de la maison depuis mon père. Je ne laisserai pas un étranger entrer dans sa vie. Abdessalam, tu l'avais déjà vu avec Mustapha? Walid, une fois. Je lui ai dit de s'éloigner de lui. Elle ne m'a pas écouté. Abdessalam posa sur le bureau la photo de la pierre ensanglantée, et dit d'une voix douce mais tranchante, « Cette pierre porte tes empreintes, Walid. Et tu te trouvais près des champs au moment du meurtre. Dis-moi la vérité, que s'est-il passé ce jour-là » Walid se ratatina sur sa chaise, cacha son visage dans ses mains et balbutia, « Je ne voulais pas le tuer, monsieur. Je voulais seulement lui faire peur. Je lui ai dit de rester loin de ma sœur. Il a répondu qu'il n'avait nulle part où aller, et il a ri, d'une façon qui m'a humilié. Je n'ai pas réalisé ce que je faisais avant de le frapper. Il éclata en sanglots. Abdessalam resta silencieux, regardant ce jeune homme qui avait tué non par haine, mais par peur. La police scientifique confirma la concordance, et l'affaire fut enregistrée comme homicide involontaire, mû par la jalousie familiale. Dans son rapport final, Abdessalam écrivit « Ce n'était pas une vengeance du passé, mais une erreur du présent. Une victime qui voulait vivre, et un meurtrier qui voulait protéger. Ils se sont rencontrés à mi-chemin. » Puis il referma le dossier d'une main ferme et dit à son aide, « L'affaire est close. » Mais le deuil, lui, ne se referme jamais. Quelques jours plus tard, une lettre arriva au poste depuis l'Australie, portant ce cachet postal que le capitaine connaissait trop bien. Elle était adressée à un nom qui n'existait plus parmi les vivants, Mustapha Ben Daoud. Il l'ouvrit très lentement. À l'intérieur, d'une écriture élégante, « Mon frère, j'ai écrit tant de fois sans jamais recevoir ta réponse. J'ai l'impression que les jours se répètent et que je ne te reverrai jamais. Je croyais que le pardon était possible, et que le passé ne peut pas nous tuer à moins qu'on y croie trop. Tout ira bien, Othman. » Abdessalam se posta à la fenêtre, lut la lettre à mi-voix comme une prière, puis la replia avec soin et la glissa dans le dossier refermé. Peut-être que tout ira vraiment bien, mais seulement quand il sera trop tard. Au village, Salma était assise près de sa fenêtre, regardant la maison abandonnée où avait vécu l'étranger. Le vent soulevait les rideaux, et l'appel à la prière montait au loin. Elle murmura pour elle-même, « Il n'avait pas besoin de mourir. Il voulait seulement vivre. » Puis elle ferma les yeux, et la dernière larme tomba sur la page où elle avait écrit, d'une main tremblante, « Certaines histoires ne se terminent pas par la justice, mais par le regret. Parfois, ce n'est pas le passé qui nous tue, mais ceux qui ont peur pour nous, aujourd'hui. » Bas du formulaire, haut du formulaire, bas du formulaire.